Bonjour, alors bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la température. Donc, tu dois avoir ton origine à la page 114. Avant d'aller souligner nos trucs, j'aimerais te donner quelques petites explications qui vont t'aider à comprendre, dans le fond, les choses qu'on va voir aujourd'hui dans l'origine. Donc, je vais sortir une application que j'ai trouvée, que je trouve bien intéressante. Donc, ici, on a trois images, en fait. Donc, on voit ce qui est en rouge, ça représente des particules. Et on a des particules à l'état solide dans le premier rectangle, des particules à l'état liquide dans le deuxième et des particules à l'état gazeuse dans le troisième. Maintenant qu'on connaît bien nos changements d'état, on sait que pour passer de l'état solide à l'état liquide, je dois chauffer la substance, je dois la faire fondre, finalement, faire de la fusion. Donc, quand j'augmente la température, on peut voir que ça a un effet sur les particules qui vont se mettre à bouger. À l'état solide, on ne le voit pas ici, mais normalement, on dit que les particules vont avoir un petit mouvement, on appelle ça une vibration. Donc, tu t'imagines que tes particules là, vont légèrement vibrer quand c'est à l'état solide. Mais à l'état liquide, les particules vont se mettre à bouger et vont glisser les unes par-dessus les autres. Donc, on voit que ça a un impact sur le mouvement des particules. Je continue à chauffer ma substance et je la rends gazeuse. À ce moment-là, mes particules vont aller dans tous les sens. Donc, maintenant, ma question. Si je continuais à faire chauffer mon gaz, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre finalement si on suit le modèle qu'on a là? Bon, on pourrait s'attendre à ce que mes particules soient de plus en plus rapides. Et c'est ce qui arriverait effectivement. J'aurais des particules qui bougeraient de plus en plus vite. Donc, l'effet de température sur les particules, on le voit ici, va faire en sorte qu'on va avoir un degré d'agitation. Alors, si je retourne maintenant à mon origine. Donc, on va voir justement la définition de la température et on nous dit que peu importe l'état, que je sois à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux, les particules vont avoir une certaine agitation. Donc, comme je t'ai dit tantôt, à l'état solide, c'est plutôt une vibration qu'on parle, donc c'est ce qu'on appelle l'agitation à ce moment-là. Et on vous dit que c'est la température qui nous renseigne sur l'ampleur de l'agitation. Donc, en fait, c'est que plus les particules vont être agitées et plus la température va être, elle aussi, élevée. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, plus l'agitation est grande et plus la température de l'échantillon va être grande, elle aussi. C'est ce qu'on nous montre dans la petite définition ici. Je vais faire un petit X à côté. Donc, définition de la température. On nous dit que ça va mesurer l'agitation des particules. Et on a un petit dessin qui représente, juste en dessous, ça représente un peu ce que je t'ai montré là, dans mon animation. Donc, on vous montre au départ l'eau à l'état solide, donc à moins 5 degrés Celsius, l'eau à l'état liquide et l'eau à l'état gazeuse. Et on continue ensuite à chauffer cet état gazeux-là. Alors, ce qu'on va voir ici, les molécules à l'état solide vont avoir un mouvement de vibration seulement. Elles ne bougent pas plus que ça. À l'état liquide, ben, en plus de vibrer, on va dire qu'elles vont glisser les unes sur les autres. Et à l'état gazeuse, elles vont vibrer, elles vont glisser, donc elles peuvent tourner sur elles-mêmes, mais en plus, elles vont aller dans tous les sens. Donc ici, elles sont très agitées et donc les molécules déplacent rapidement dans tous les sens, c'est ce que je cherchais ici, dans tous les sens. On continue à chauffer. Bien, à ce moment-là, il va encore avoir des mouvements autant de translation, rotation, vibration, comme on a parlé tout à l'heure, mais vont être encore plus agités que la température précédente parce que, justement, on a continué à chauffer. Donc, c'est vraiment la température va vraiment nous indiquer l'état d'agitation des particules à l'intérieur d'une substance. On s'en va à la page suivante, donc à la page 115. Donc ici, on veut vous parler de la température et de la chaleur. On va souvent mélanger un peu les deux, un peu comme on le faisait avec la masse et le poids. Hein. Donc quand on parle couramment, on parle de masse, on parle de poids, comme si c'était la même chose, mais il y a pourtant une différence en sciences. C'est la même chose du côté de la température et de la chaleur. Donc souvent, on va dire la température aujourd'hui a augmenté. En fait, pourquoi la température a augmenté? C'est qu'il y a eu un apport de chaleur. Donc, la chaleur, ça se calcule en énergie. Donc, c'est ce que j'ai voulu marquer ici. Chaleur égale énergie. Et l'unité de la chaleur est le joule.
C'est quelque chose que tu verras, que vous allez parler plus en profondeur là, en secondaire 3. Et la température, c'est un peu le résultat de cette chaleur-là, et on va mettre ça en degrés Celsius. Donc, juste souligner ici que les deux notions, température et chaleur, c'est pas la même chose, c'est des notions différentes. Et on va aussi souligner que la chaleur, c'est une forme d'énergie. C'est une énergie qui va avoir un impact sur la variation de la température. C'est pour ça que je dis que la température, c'est le résultat de cette variation d'énergie-là. Donc, c'est tout ce qu'on va voir pour la différence entre chaleur et énergie cette année. C'est tout ce qui est important. Je m'en vais un peu plus bas. On va aller voir la section 4.4.3 qui va nous entretenir sur la dilatation thermique. Dans le mot thermique, il y a le mot chaleur qui est caché là, un peu comme thermos, par exemple. Donc, la dilatation thermique, c'est quoi au juste? C'est que certains matériaux, entre autres les métaux, donc c'est pour ça que j'ai marqué ici impact important sur les métaux. Donc, certains matériaux vont allonger ou raccourcir, vont avoir une modification de leur volume en fonction de la température. L'exemple classique, ce sont les ponts. Donc, les ponts qui sont faits souvent de certains métaux, si on passe, mettons, au pont Jacques-Cartier, au pont Champlain, au pont Victoria, sont faits en métaux. Et les ponts vont subir une certaine transformation de leur volume. Quand il fait chaud, on a dit tantôt que les particules devenaient plus agitées. Alors, l'agitation des particules, même si on a un solide, puis qu'elles ne font que vibrer, vont vibrer encore plus, ce qui fait que le matériau va grossir ou plutôt allonger. Donc, dans ce cas-ci, quand on parle des ponts. Ce qui fait qu'on doit tenir compte, les ingénieurs doivent tenir compte de la dilatation thermique quand ils font la construction d'un pont. Parce que le pont l'été va allonger et le pont l'hiver va raccourcir. Ce qui veut dire que si tu fais ton pont en été, c'est souvent le cas, on fait les travaux en été, c'est plus agréable que l'hiver dans la neige, à ce moment-là, tu fais ton pont en métal pour une certaine longueur, mais l'hiver, il va avoir tendance à raccourcir. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton pont viendrait fissurer à certains endroits. Donc, c'est super important d'en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? C'est ce qu'on voit ici dans l'image. On fait des joints de dilatation. Donc, des joints de dilatation, c'est un endroit où, à place de faire une structure continue avec un grand bout de métal sans arrêt qui viendrait par se fissurer, on fait exprès pour faire des fissures nous-mêmes. Donc, on fait un matériau où est-ce que le métal va venir s'imbriquer les uns dans les autres. Et quand c'est l'hiver, le métal va avoir de la place pour raccourcir. Et quand c'est l'été, il va avoir de la place pour s'allonger. Donc, c'est le but ici de ces petites fissures-là ici qui ont été créées de façon volontaire. Donc, la dilatation thermique, c'est quoi? C'est le fait qu'une augmentation de température va avoir un impact sur les particules, comme on a vu tantôt, et ça va faire en sorte que les particules vont s'éloigner si je chauffe, donc s'il fait plus chaud, et à ce moment-là, ça va augmenter le volume de ma substance, de mon métal. À l'inverse, si je refroidis, c'est le contraire. Donc, quand je refroidis, ça va rétrécir, donc les particules vont vouloir se rapprocher et à ce moment-là, mon objet va avoir une perte de volume, va raccourcir, va devenir moins gros. Donc, c'est finalement ce qui explique la dilatation thermique. Si on s'en va à la page 116, on nous montre justement différents métaux ici et on voit que les différents métaux vont agir de façon différente aussi. Donc, dilatation de différents métaux lorsqu'on passe d'une température de 20 degrés à 50 degrés Celsius. Donc, au départ, tous les métaux avaient la même longueur. Donc, tous les métaux avaient ici une longueur de 10 cm. Donc, j'avais un bout de fer, un bout de cuivre et un bout d'acier. J'augmente la température de 30 degrés Celsius. Je m'aperçois que mon échantillon de fer a allongé d'une certaine longueur. Mon échantillon de cuivre a allongé d'une autre longueur. Et finalement, mon échantillon d'acier d'une longueur finale. Donc, on s'aperçoit que les matériaux ne réagissent pas tous de la même façon. Dernière partie, donc, mesure de la température. Alors, naturellement, nous, on calcule la température en degrés Celsius, mais c'est quand même bon de savoir qu'il y a d'autres unités qui existent. Donc, entre autres, l'unité Kelvin.
Donc ici, on va venir souligner que l'instrument qui nous permet de mesurer naturellement, il s'appelle un thermomètre. Donc, cet instrument-là, comment il fonctionne? Bien, si on regarde les plus vieux thermomètres, celui-là ici, par exemple, comme en A, c'est un thermomètre qui a été fait soit avec de l'alcool ou du mercure. Donc, ça fonctionne justement par dilatation thermique. Donc, c'est que si je chauffe la substance à l'intérieur, eh bien, le liquide, soit l'alcool ou le mercure, parce que le mercure est liquide à la température de la pièce, bien, va se dilater, va prendre plus de place, donc le liquide va monter à l'intérieur du thermomètre. À l'inverse, si je refroidis la substance, le liquide va se rétracter, va prendre moins de place, donc la température va baisser. Donc, juste à les noter ici que justement, le thermomètre fonctionne par dilatation thermique, comme on venait de le voir avec notre exemple sur les ponts, qui va finalement mesurer le transfert de chaleur ou encore la température finale, le résultat final de l'objet qu'on veut mesurer. Donc, ça complète la partie théorique que je voulais voir avec vous autres aujourd'hui. Je ferai une petite dernière chose avec vous. On va prendre 2 petites minutes pour aller à la page 118 pour se faire un exemple. J'ai remarqué que parfois, on a de la difficulté à bien comprendre les échelles. Donc, on va aller voir ici le numéro 1A ensemble. Je vais grossir ça un petit peu. Alors, au numéro 1A, j'ai un thermomètre. C'est un peu flou, là, mais vous l'avez dans votre cahier, c'est peut-être plus lisible. Et on voit que le thermomètre passe de 1 degré Celsius à 2 degrés Celsius, 3, 4, 5, etc., etc. Je veux aller prendre la lecture ici. Je vois que c'est plus que 3, moins que 4, mais je veux la lecture exacte. Alors, comme on l'a fait en classe avec le cylindre gradué, c'est la même technique. Quand je passe de 3 à 4 degrés ici, je passe de 3 à 4. J'ai une différence de combien de degrés Celsius? J'ai une différence de 1 degré Celsius de 3 à 4. Je dois regarder, j'ai combien de petits bonds, j'ai combien de pas de graduation entre les deux, parce que je vais avoir besoin de savoir un pas de graduation vaut combien. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je compte les petits bonds et je m'en vais dire que j'ai 1 degré Celsius divisé par 5 petits bonds. Tu as le droit de prendre ta calculatrice en sciences et ça te donne 0,2. Donc, ça veut dire qu'à chaque bond, j'ajoute 0,2. Donc, j'étais à 3 et si je monte d'un bond, je suis à 3,2. Donc, quand on regarde ce qu'on doit donner comme réponse en bas ici, la première question, je veux savoir quel est le plus petit pas de graduation. Donc, un bond, ça vaut combien? Alors, un bond vaut 0,2 degrés Celsius, c'est ce que nous avons trouvé tantôt. Et ma température finale, au numéro 2, va être de 3,2 degrés Celsius. Alors, éventuellement, tu auras à faire ces exercices-là, mais le A sera déjà fait, on l'a fait ensemble, et ça te permettra d'avoir une méthode pour aller calculer les autres. Alors, on se revoit en classe, à la prochaine.